Alors, on commence pour dire merci à vous tous, vraiment merci pour l'accueil et surtout à Yvonne Kiminer parce qu'on a eu à travers elle la possibilité d'être ici. Et on veut dire merci aussi à notre collègue de Véron qui s'appelle Chiara Zamboni et elle est une cofondatrice d'une communauté philosophe à l'intérieur de l'université, fondée à peu près il y a 30 ans. Et donc, vraiment, elle nous a mis en contact avec Démétre Corrèze. Merci. Et merci aussi enfin à GFM qui nous a donné la possibilité d'entrer dans le séminaire de janvier pour, entrer dans un thème que prostituée mère qui travaille au noir, qui propose la tension radicale, nous pouvons dire, entre la prostitution des femmes migrantes et les normes sociales de protection, par exemple les services sociaux, sécurité urbaine, etc. Mais en plus, je veux dire merci aussi à Annalisa qui l'a vraiment donné, il a ouvert à travers son intervention notre imaginaire avec la possibilité d'entrer dans l'image et de l'imaginaire de la mer en Italie, la mer aujourd'hui. Mais ça sont des vécus et des images qui font part de nous tous et surtout nous avons la possibilité de le rencontrer dans notre contribution. Donc voilà, on est deux et tu peux commencer. Bonjour. Cette communication naît de l'expérimentation au sein des institutions socio-sanitaires du dispositif de prise en charge psychosociale des femmes migrantes et de leurs familles à Brescia et à Vérone, dans le nord-est de l'Italie. Alors, ces recherches ont impliqué des équipes interdisciplinaires composées par des professionnels socio-sanitaires, des chercheuses, des médiatrices culturelles, des usagers experts et des associations de femmes migrantes. Parmi les résultats les plus remarquables pendant les dernières 4 années, on compte l'émersion d'une problématique liée à la maternité des femmes nigériennes qui font de la prostitution. Qu'arrive-t-il à une femme nigérienne prostituée et mère quand elle s'adresse aux services sociaux? Cette communication vise à mettre en évidence la complexité du travail sexuel des femmes à l'intersection de la culture de la maternité en Italie, du phénomène de la racialisation et de culturalisation des femmes migrantes, des violences institutionnelles, des stratégies de mobilité des femmes. Le statut de la prostituée mère est porteur de plusieurs marques de contradiction et d'ambiguïté. La prostituée est l'image d'une femme obscène, tandis que la mère est par excellence celle qui est capable d'éduquer leurs propres filles à la respectabilité. En outre, en Italie, la prostitution n'est pas un délit, mais ce n'est pas reconnu pleinement non plus comme un travail. Cette prostituée est encore une des façons les plus accessibles aux femmes nigériennes dans les marchés du travail italien pour gagner de l'argent. D'ailleurs, ne serait-il une caractéristique de la bonne mère subvenir aux besoins de ses propres enfants? Selon les statistiques de l'équipe qui travaille dans la rue pour la réduction du risque des prostituées dans la province de Vérone, 22% des travailleuses du sexe sont des nationalités nigériennes. Pendant les recherches, les professionnels nous ont soumis 18 situations concernant des femmes nigériennes dans les services sociaux, prostituées et impliquées dans le trafic de la traite. Plus en particulier, ce qui a émergé sont les violences institutionnelles subies par ces usagères. Les démarches mises en place par les services aboutissent très souvent à l'éloignement des enfants de la mère et à un suivi psychiatrique de cette dernière. Dans les livres de formation pour les professionnels socio-sanitaires,
ces prostituées n'est pas considérée comme un indicateur de risque, tel que par exemple l'alcoolisme ou la maltraitance. L'un des indicateurs de risque majeurs est la maladie mentale. Comment se construit alors les regards du savoir médical sur les vécus des maternités de ces femmes? Le diagnostic clinique, par exemple dissociation, troubles du comportement, et les traitements thérapeutiques n'ont pas eu de résultats, tandis que les diagnostics sociaux ont déterminé l'action des services sociaux vers le rapatriement malgré ces choix n'étaient pas pleinement partagés avec l'usagère. La combinaison des diagnostics institutionnels, des services psychiatriques ainsi que des assistances sociales ont amené à la séparation des enfants de la mère. Notre recherche a donc porté sur les questions suivantes. Quel est l'imaginaire sur la prostitution dans les services sociaux? D'où regarde-t-on la relation avec les usagères nigériennes, mères et prostituées? Quels sont les chocs culturels des professionnels dans les processus de soins et d'assistance pour les migrantes? On s'est demandé enfin si les outils de travail des professionnels sont-ils à réviser. Alors, loin de répondre de façon exhaustive à ces questions, dans cette contribution, nous tracerons le parcours général de la recherche. Ici, quelques images du travail de la prostitution selon les opérateurs sociaux. Je cite. C'est une très belle femme, souriante, mais souvent triste, comme si elle portait une voile, un burqa. Elle regarde par cette petite fenêtre, mais on n'arrive jamais à la voir. Je perçois son désir de se rencontrer, mais le burqa ne lui permet pas, comme s'il y avait un mur à déplacer. Fin de citation. La façon dont l'opérateur Marco voit Linda, une usagère prostituée d'habitude séminue, semble paradoxale. Et pourtant, le burqa est l'image choisie par l'opérateur pour parler de sa relation avec elle. Que voit-elle par cette petite ouverture? Est-il nécessaire d'enlever le burqa pour entrer en communication? Pourquoi nous paraît-il si nécessaire de déshabiller l'autre pour qu'une relation s'instaure? Si on porte notre attention sur les professionnels, on peut se demander quels sont les murs que les opérateurs érigent face aux usagères. Une autre opératrice offre une image presque opposée à la première. Je cite. Fanny est une femme voyante, trop déshabillée, un peu trop, je dirais. Et pourtant, elle porte des voiles parce qu'elle disparaît, glisse comme une anguille. Quand on pense s'être approché d'elle, l'avoir attrapée, tout d'un coup, elle nous échappe. Fin de citation. Le regard des opérateurs voit les prostituées trop habillées ou trop déshabillées. À leurs yeux, elles apparaissent comme déguisées, comme des actrices. Je cite. Carla joue un rôle et elle n'arrive pas à changer de personnage. Je reste toujours bouche bée face à elle. Fin de citation. Les opératrices décrivent les usagères à la scène du double, du multiple. Qui est une prostituée? Est-il si nécessaire de distinguer son côté authentique de son côté faux? Ou faut-il apprendre des langages de corps différents pour dépasser cette dichotomie? À savoir, est-il possible que cette multiplicité, ce double qui marque les prostituées du point de vue des opérateurs, soit la perspective des institutions? Dans ce cas, si l'usagère n'adhère pas au rôle préétabli, on arrive à une impasse et on a l'impression que l'autre construit des murs, des barrières qui en vérité n'appartenaient qu'à l'institution. Une partie des focus group a donc été centrée sur l'analyse de la documentation et des outils, en particulier sur ceux qui sont utilisés dans la phase d'accueil des usagères. Il a alors émergé que les noms, les prénoms, les lieux de naissance ne sont pas tout simplement des informations,
mais aussi des points de repère pour commencer à nous situer en relation aux espaces et au temps de l'histoire de l'autre. Par exemple, comment gérer les moments où l'on se rend compte du fait que les prénoms collés sur la pièce d'identité ne sont pas des vrais prénoms? Combien de noms et de prénoms peut-on avoir? Quel aspect de l'histoire et quelle position sociale de la personne nous révèlent ces noms et ces prénoms? Cela était l'un des enjeux majeurs ayant émergé pendant le focus group. Les femmes nigériennes ont été spécifiquement très souvent accusées de mentir, d'être des manipulatrices à ces propos. Or, dans les circuits des victimes de traite, le changement des noms est une pratique imposée et par les trafiquants et par les madames qui gèrent la prostitution en Italie. Les professionnels ont donc été soutenus dans l'exercice de s'observer tandis qu'ils observaient les autres. Prendre conscience de ses propres tendances à encadrer l'autre dans ses propres catégories, ainsi que reconnaître son colonialisme inné, a permis aux professionnels d'accueillir les chocs culturels et les impasses qu'ils étaient en train de vivre. À ce moment-là de la recherche-action, on a commencé à faire place à l'inconnaissable. D'habitude, au sein des services sociaux, cette place est ouverte par la mise en place de dispositifs de médiation culturelle. Ici, on propose une très brève analyse de l'utilisation de ces dispositifs quand sont impliqués des usagères nigériennes. Dans la prise en charge des femmes nigériennes victimes de traite, la figure de la médiatrice culturelle n'est pas toujours présente, même quand il y a ressources financières pour en assumer le frais. Des focus group, il est ressorti que 1. Le positionnement de la médiatrice et son rôle sont très souvent liés. Les chocs culturels des professionnels face aux narrations des médiatrices ne sont pas reconnus en tant que tels. Il y a un manque ou la perte de la formation technique à la médiation culturelle des opérateurs et des médiateurs. Il faut accorder une attention particulière à l'absence de la médiatrice. Les professionnels demandent souvent des usagères si elles acceptent la présence de la médiatrice culturelle. D'habitude, la réponse est négative. Face à la possibilité d'une confrontation avec une compatriote, les femmes perçoivent le danger d'être dénoncées, découvertes, abusées encore une fois. Dans beaucoup de cas, la médiatrice est perçue comme un outil à discrétion des usagères. Elle n'est pas considérée comme un sujet central de l'équipe de travail. C'est surtout dans la situation où l'usagère a reçu un diagnostic psychiatrique qu'un paradoxe se vérifie. La même usagère est considérée à la fois comme une patiente psychiatrique et comme quelqu'un qui peut décider de la composition de l'équipe qui devrait la soigner. Si à première vue, demander sans autorisation à l'usager peut avoir l'air d'un acte de respect de la vie privée de la patiente, en vérité, il ne s'agit que de la manifestation de la résistance des professionnels à modifier le setting par l'introduction d'un troisième élément dans la dualité opérateur-patient. Il faut prendre conscience du fait que l'ethnocentrisme joue aussi dans la relation entre médiatrice culturelle et les professionnels. Par conséquent, les traductions et les informations proposées par les médiatrices contribuent à construire un savoir sur les autres, sans malaise. Parce qu'en fait, ces usagères nigériens souffrent de quelque chose. Les médiatrices culturelles expliquent et dévoilent les causes des malaises en nommant les rituels des possessions, la sorcellerie, un rituel doudou, etc. Mais quel est l'effet de ce cas d'information, de cette information? Très souvent, l'érotisation et la généralisation sont un processus de culturisation. Donc c'est dans ce cadre que l'équipe de recherche a proposé l'introduction de l'usagère experte. Cette usagère experte a créé des récits qui ont eu le rôle d'objets vivants au sein de la recherche. Les récits portaient sur des histoires similaires à celles des usagères nigériennes habituelles, par exemple raconter le voyage, la séparation de la famille, les rites voodoo avant le départ. Et ces récits racontaient aussi les formes de racisme institutionnel,
Donc, les contraintes pour la régularisation du séjour en Italie, la maltraitance dans les institutions de soins, la proposition des rapatriements assistés et après l'adoption forcée des enfants. Donc, la prise de parole des usagères expertes conteuses a changé les visions et les pratiques de prise en charge des professionnels en promouvant des processus visant à la santé et à la dépsychiatrisation des femmes prostituées et mères. Le premier effet de la dramatisation de l'histoire a été l'expression, donc le partage, des vécus émotifs réveillés. Écouter ces récits a provoqué des sentiments d'intolérable et d'impuissance envers les normes à cause desquelles le travail quotidien des professionnels devient très dur. Je cite une assistante sociale. Je commence à sentir un décollement. L'institution où je travaille ne me représente plus. Il me semble que nous attendons que l'organisation explose, mais elle n'explosera jamais. C'est à nous de prendre nos responsabilités, de produire un changement. Nous ressentons l'impuissance causée par les lois. Une fois le permis de séjour expiré, d'un point de vue légal, quelle opportunité ces femmes ont-elles? Fin de citation. Alors, comment peut-on changer l'histoire? Dans les normes et dans les institutions, en dehors, en les forçant, en les contournant, il était de plus en plus clair qu'il s'agissait de créer une jurisprudence nouvelle. Dans les situations impliquant des femmes nigériennes prostituées et mères, un des enjeux est la relation entre les services psychiatriques et celui qui s'occupe de la tutelle de mineurs. En s'adressant au groupe de formation, une psychiatre ouvre ces questions. Je cite. Il est difficile d'évaluer la capacité parentale. C'est à qui de l'évaluer? Les services où je travaille font un diagnostic, mais sur la personne, pas sur la relation mère-enfant. Et pourtant, la psychiatrie est de plus en plus souvent appelée à s'exprimer dans des situations impliquant la tutelle de mineurs. Mais ces services sont structurés différemment et les diagnostics psychiatriques risquent d'interagir de façon désastreuse avec les procédures du service de tutelle. Il émergeait que les services sociaux travaillent de manière fragmentée. Chaque professionnel se retrouve dans son propre compartiment fermé où les rôles et les compétences sont déjà codifiés. La psychiatrie pourrait sortir de son mandat diagnostic-soins. Les services tutelle devraient essayer de prendre en analyse les responsabilités et les capacités parentales au-delà des étiquettes et des catégories racialisantes et sexistes de nos institutions, puisque une femme prostituée peut être sans aucun doute une mère apte à ses rôles. Pour conclure, les narrations des usagères expertes ont mis en évidence les ambivalences de ces mères en touchant nos zones sensibles. Elle interroge nos corps, nos espaces et nos temps, nos relations entre les sexes, la procréation, les rapports entre le visible et l'invisible. Dans cette ambivalence, dans ces doubles, nous, en tant que chercheuses ou professionnelles, nous avons expérimenté le noir, un blackout. Notre vide de compréhension est un travail au noir. Merci.